Bonjour, mercredi 28 août, ici Chantal Lavoie en compagnie de Nathalie Barrette. Bienvenue à Aime l'été. On profite de chaque journée qu'il nous reste avant la fin de notre saison estivale. On vous présente aujourd'hui et demain des entrevues qui ont été marquantes cette saison. Des rencontres inspirantes avec des gens qui sont investis dans leur domaine. Je vous propose de nous suivre jusqu'à 13h à Aime l'été. Je vous propose d'entendre aujourd'hui Marie Sauvé et Daniel Bonin, les deux propriétaires non-voyants de la Canne Blanche, cette ferme d'élevage qui produit des œufs de canne en estrie. On va de même parler à Jérôme Chiasson, un des membres du quatuor à cordes Katharina, ces jeunes diplômés de l'Université McGill qui ont été admis au prestigieux conservatoire Juilliard à New York. Il sera aussi question d'activités de plein air avec Virginie Gargano, qui a étudié les retombées physiques, psychologiques et sociales de certaines activités en particulier. Mais dans un instant, on retrouve Luc Vigneault, qui contribue par son engagement à déstigmatiser les personnes atteintes d'un trouble de santé mentale. Voici Aime l'été. Notre premier invité a un parcours d'exception puisqu'il a dû faire face, quand il était plus jeune, à un diagnostic de schizophrénie, de dépression et de toxicomanie. Cet autodidacte est aujourd'hui détenteur d'un doctorat honoris causa. Nous recevions au début de l'été Luc Vigneault, chargé d'enseignement à l'Université Laval, qui est aussi patient partenaire en recherche à l'Université de Montréal. Bonjour! Hey. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Je sens que vous aussi, vous allez bien, vous êtes plein d'énergie, c'est merveilleux. Alors, on parlait de votre parcours d'exception, et vous donnez beaucoup d'espoir à des gens atteints d'une maladie mentale. Oui. Et vous avez travaillé jour après jour toute votre vie à combattre aussi la stigmatisation et aider en même temps à la recherche. Alors vraiment, on va tout démêler ça. Et puis, d'abord, bravo aussi pour votre doctorat honoris causa. Hein? C'est la reconnaissance à la fois de votre contribution scientifique et sociétale. Monsieur Vigneault, d'ailleurs, vous faites partie d'un groupe select, pour ne nommer que ceux-là, Céline Dion, Pauline Marois, Guy Laliberté, Dany Laferrière, Diane Dufresne. Alors, félicitations! Ben oui, merci. Ça fait drôle d'entendre ça, que des collègues, en guillemets, aussi célèbres. Oui, mais comment est attribuée Oui. cette distinction-là, Monsieur Vigneault? Ben d'abord, j'ai envie de dire, n'obtient pas un doctorat honoris causa qui veut, hein? Effectivement. Il faut que ça soit soumis par une faculté de l'université. Donc, moi, c'est la faculté de pharmacie parce entre autres, ils fêtent leurs 100 ans de fondation cette année. Qui se sont dit, il faut marquer le pas. Donc, c'est soumis après ça à la doyenne qui soumet ça à l'Assemblée des professeurs. Hein. Donc, tout le monde doit dire oui. Et là, ça s'en va d'un grand comité en haut, qui est le comité universitaire, qui est très sévère, qui a plusieurs personnes. Puis, finalement, il y a un autre petit comité. Puis après ça atterrit sur le bureau de la rectrice, là. Et là, finalement, j'ai passé toutes les étapes haut la main qu'on m'a dit. Bravo. Finalement, j'ai reçu l'appel de la rectrice. Là. J'étais très heureux, vraiment très heureux. Bravo. Donc, c'est ça, ça a été décerné par l'Université Laval. Et puis, bon, alors, écoutez, si on commençait par le commencement, parce qu'évidemment, il y a tellement de grandes réalisations. Et d'ailleurs, je sais que vous avez, il n'y a pas si longtemps, participé à un jury de soutenance de thèse. Ça, c'est une invitation de l'Université de Bordeaux. Là. Vous avez, en tant que personne aux prises avec des problèmes de santé mentale, vous avez été invité à être membre d'un jury là, pour une soutenance de thèse de doctorat à l'Université de Bordeaux. C'est quand même pas rien. Vous étiez accompagné de plein de spécialistes, là. Ben exactement. Puis, humblement, je suis le premier dans l'histoire mondiale, là, parce que moi, j'ai un secondaire 5. Donc, c'est fou, hein? C'est incroyable. Oui, c'est une première, c'est vrai. J'ai pas pu étudier longtemps. Je voulais, là, mais j'ai pas pu. Bon, j'ai finalement pas été. Puis de voir aujourd'hui qu'on appelle ça le savoir expérientiel. Voilà. Qui est maintenant de plus en plus reconnu par l'université. Et puis à Bordeaux, Kevin McValery, le psychologue, a dit ton savoir est l'équivalent du mien, même si moi j'ai un doctorat. Et puis c'est pour ça qu'il m'a invité à sa thèse. Fait que j'étais très,
Très content. Puis si on fait un petit peu de pouce, c'est le savoir expérientiel, hein, au niveau clinique, c'est-à-dire quand on est dans le cabinet du médecin, là, parce que j'enseigne maintenant aux futurs médecins, hein, puis ce qu'on leur dit, c'est que vous, oui, ça fait drôle, vous avez le savoir scientifique, mais le patient, c'est le seul expert des conséquences de la maladie sur sa vie. Mhm. Vous devez le traiter comme un expert et non, tu sais, le fameux paternalisme médical. C'est ça. Les facultés disent, ben là, c'est fini, ça. C'est chose du passé. Effectivement, on reconnaît c'est ça. cette expérience-là Voilà. parce que c'est ça qui fait aussi beaucoup avancer la science en même temps. Ben oui, exactement, parce que dans les littératures scientifiques, c'est seulement le côté des scientifiques, justement, qui est là. Donc, tout le côté des patients, tout ce qu'ils vivent au quotidien, c'est pas donc, ils apprenaient pas ça avant à l'école, à l'université. Donc, maintenant, ils apprennent comment ça se passe. Parce que, vous savez, on voit le médecin, mettons qu'on le voit une fois par mois, là, pour des maladies graves, mais le reste du mois, on est tout seul à la maison. C'est ça. Donc, avec nos familles, avec nos conjoints. Donc, on développe une expertise, on développe des connaissances, on développe des trucs pour prendre soin de nos maladies chroniques, quelles qu'elles soient. Là. Exactement. Et donc, oui. vous êtes à la fois père aidant, père P-A-I-R, Oui. aidant, et patient partenaire. Est-ce que ce sont deux choses différentes? Je pense que oui. Oui, absolument. Ben, d'abord, les pères aidants, c'est des gens qui aident leur père, donc qui accompagnent les gens vers leur établissement. Tu sais, moi, je suis père aidant, par exemple, à l'hôpital à Québec, là, à l'Institut universitaire santé mentale de Québec. Donc, quand les gens étaient hospitalisés, la première journée, après l'hospitalisation, la première personne qui voyait, c'était moi, parce que je disais, tu sais, moi, j'ai déjà été à ta place. J'ai aussi été ici, puis j'avais le même sentiment de que ces cheveux-là. Un peu de honte, hein, on est en psychiatrie, il ne faut pas l'oublier. Donc, des fois, ouais. Donc, de dire non, pas avoir honte, puis les gens sont ici pour t'aider, etc. Donc, je faisais le pont entre les patients et les spécialistes, puis je m'occupais du côté plus humain, je vous dirais, là, parce que des fois, les spécialistes n'ont pas le temps d'écouter quelqu'un 1 heure de temps, là. Alors que c'est devenu votre rôle. C'est ça. Donc, c'est ça un patient partenaire, ben, c'est une personne qui a les connaissances du vécu, du savoir expérientiel, qui travaille aussi dans la recherche, dans l'enseignement. Donc, par exemple, les organismes subventionnaires de subventions de recherche exigent maintenant qu'il y ait un patient partenaire sur l'équipe de recherche. Parce qu'ils se sont rendus compte que les chercheurs manquaient un gros pan de comment ça se fait que, par exemple, moi, la schizophrénie, ben avant, vous savez, on t'a condamné à vie, t'as ça, c'est fini, on t'enfermait. D'ailleurs, vous avez été interné, c'est ça, vous l'avez souligné à plusieurs reprises, et on vous a même dit que vous étiez fini, entre guillemets. Oui. Alors, imaginez. Mais il y a quand même, vous avez fait la rencontre aussi d'un médecin qui a quand même changé beaucoup les choses, Dr. Roy, entre autres, qui a été très ouvert. Oui, exactement. Dr. Roy, avec qui je travaille aujourd'hui. J'ai d'ailleurs été père aidant avec lui sur une unité de soins. Maintenant, on fait de la recherche ensemble sur l'équipe 4 établissements. Lui est directeur scientifique. Moi, je suis, il m'appelle le capitaine d'équipe. J'amène tout le point de vue avec, j'ai d'autres collègues, Mariette, Suzanne, qui est pour la famille aussi, parce qu'il y a des patients partenaires famille maintenant. Il y a des pères aidants famille aussi. Donc, c'est sûr, à un moment donné, il faut démêler tout ça, parce qu'il y a aussi des proches aidants. Bon, oui, non, vous avez raison, c'est ça. On se perd un petit peu, mais on comprend quand même que vous agissez auprès des gens qui sont en situation de maladie et aussi pour à la fois les proches, mais aussi pour les médecins, pour la recherche, pour faire avancer les choses. Faire avancer les choses aussi. Puis moi, bon, j'ai un doctorat en neuroscopie en pharmacie, entre autres. Je suis aussi formateur pour l'Ordre des pharmaciens du Québec. Hein, donc, on fait des tournées pour démystifier la maladie mentale auprès des pharmaciens et des pharmaciennes, hein, parce qu'il y en a de plus en plus de cette clientèle-là. Ouais.
les gens, dans le passé, ils n'ont pas appris vraiment à négocier avec eux. Tu sais. Donc, ils sont un certain malaise. Ça. C'était une approche Alors, théorique, finalement. oui, oui. Alors, Ouais, on arrive, puis on démystifie ça, on fait tomber les craintes. D'abord, ils sont les spécialistes du médicament, donc ouais. les spécialistes des effets secondaires. Donc, tu sais, avant, on disait, prends tes pilules, tais-toi, Ouais. puis t'as pas... Maintenant, c'est non. Maintenant, on veut savoir, parce que les premières causes d'abandon des médicaments, c'est les effets secondaires. Tu sais, les troubles sexuels, pas les nommer, c'est la première cause. Tu sais, Mhm. bon. Fait, soyez à l'écoute, on dit, soyez à l'écoute. Si quelqu'un vous en parle, parce que ça se corrige tout ça. Hein? C'est pas une fatalité. Ah, peut-être c'est pas le bon médicament, peut-être la dose est trop forte, pas assez forte, peu importe. Alors, maintenant, les gens, surtout que le nouveau projet de loi 67, les pharmaciens et pharmaciens vont devenir Partie des gens prenante. Ouais. partie prenante. Donc, voilà, Ils on vont devoir, démystifie tout ça. c'est ça, parce que vous êtes vraiment devenu l'expert des conséquences de la maladie Oui, c'est ça. sur Voilà, la vie de voilà. tous les jours. Alors, vous êtes indispensable, finalement, dans la Ben, chaîne, ouais, pour exactement. comprendre. Ouais. De comprendre, puis de dire, ben, si on a des buts communs, hein, le médecin, le pharmacien, puis le patient, ben, ça fait que les gens adhèrent au traitement, puis que les gens se rétablissent. Puis, que ce soit schizophrénie, troubles bipolaires, etc., ben, les gens se rétablissent, retournent sur le marché du travail, s'ils veulent, fondent des familles, etc., là, tu sais. Mais où avez-vous trouvé l'énergie, enfin, pour arriver à finalement défoncer des portes comme ça? Vous avez carrément défoncé les portes. Absolument, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Ben, je vous dirais, c'est drôle, de dire, c'est un peu la colère. Là. J'étais en colère C'est un beau d'avoir une moteur maladie. parfois, oui. Oui, mais si vous me permettez l'expression, une sainte colère, là, dans le sens où Oui. j'étais Une pas bonne violent. Là. colère. Oui, merci, une bonne colère. Tu sais, j'étais pas violent, là, Non, non, mais on dit une bonne colère. j'étais en colère. Comment ça, j'ai ça? Puis j'étais en colère à l'époque, comme vous l'avez si bien dit, on me disait, c'est fini, rien à faire. Non, c'est pas vrai. Non, je peux pas croire que les scientifiques puissent penser comme ça aujourd'hui, là, avec toute la science, puis toutes les découvertes qu'on fait, puis les connaissances du cerveau. Je peux pas croire que les gens ont baissé les bras. Fait que Oui, ça parce a que été vous ma êtes la preuve motivation. vivante qu'on peut avoir Ouais. une vie pleinement épanouie en dépit des troubles mentaux. Exactement, exactement. Ça, c'est le message que je veux porter. Il y a beaucoup trop de gens qui se suicident à l'annonce d'un diagnostic dans la première année. Là. Ça, c'est des chiffres tristes, mais bon, c'est pour ça que je m'affiche en disant, écoutez, tu viens d'avoir une très mauvaise nouvelle, on s'en cachera pas, mais on peut avoir une vie pleinement épanouie en dépit de cette maladie-là, aussitôt qu'on commence à se stabiliser, là, puis de devenir partie prenante de son traitement, de collaborer avec les équipes traitantes et avec nos proches, parce qu'on se rétablit pas tout seul. Faut pas penser qu'on peut faire ça tout seul dans notre petit coin, ça fonctionne pas. Fait que faut vraiment faire un travail d'équipe ensemble. Mhm. Monsieur Vigneault, à quel âge vous avez reçu votre diagnostic? Moi, c'était vers la fin vingtaine, parce qu'au début, comme beaucoup de gens, j'ai nié que j'avais une maladie, j'ai compté des menteries, bref, parce que c'est dur à accepter ça, je vous le dis. Parce que vous êtes Puis, passé par la toxicomanie aussi, forcément. ben, c'est ça. À un Et moment donné, souvent, je suis parti sur hum, une dérape de plusieurs années, ça n'a pas aidé, là. Je consommais, c'était épouvantable. ouais. Et souvent, ben, c'est ça, c'est dans la vingtaine, au début de la vingtaine, fin Oui, de l'adolescence, que la oui, schizophrénie se manifeste oui, davantage aussi, hein? oui, Ouais. exactement. Alors, Chez les garçons, oui. Chez les exactement. filles, c'est vers 24-25 ans. C'est curieux, on ne sait pas pourquoi, mais c'est un phénomène, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Moi, c'était dans la fin de l'adolescence. Et puis là, à un moment donné, vous vous êtes dit, finalement, il y a eu un contexte qui vous a amené, bon, à finalement ben, vous impliquer davantage. Et puis, vous avez quand même fondé des organismes aussi d'aide. Enfin, c'est vraiment tout un parcours là, Oui, que le vôtre. ben oui, exactement. Parce que, bon, comme vous le disiez, quand on est en dehors du bureau du médecin, on est tout seul, la famille aussi. Là. Puis, à l'époque, les familles avaient fait des groupes d'entraide. Je me disais, ben, pourquoi nous autres, on n'en a pas? Ben, j'ai créé un groupe d'entraide. Après ça, j'ai fondé une association provinciale pour amener le point de vue des personnes
Ouais. auprès du ministre, auprès des dirigeants des soins, pour dire, vous savez, là, on n'est pas alités, là, nous autres, là, Non, c'est ça. mourants, là. On est capable de faire des choses. Et vous, comme vous le dites, l'État aussi est un peu timide aussi dans ses Ah, interventions absolument. encore. Là, Ouais. Alors ça, c'est tout à absolument. développer, mais ce qui est Oui, merveilleux, c'est que vous donnez espoir aussi aux parents qui ont des enfants, qui oui, ont des problèmes absolument. comme le vôtre, enfin des problèmes de santé mentale. Vraiment, bravo. Et vous allez continuer, là. Donc, c'est vraiment la démarche qui se poursuit et puis votre implication au niveau de la recherche, au niveau de combattre aussi la stigmatisation. Merci infiniment, Luc Vigneault, d'être venu nous Ben, parler de ça. Merci, M. merci. Vigneault. En terminant, je vous dis, j'ai un site web qui est lucvigneault.com. Ouais. Je suis conférencier formateur aussi, si les gens ont besoin de me contacter. Oui, Fait c'est que très je vais- important, tout à fait. Ça, vous Oui, allez, oui, conférencier, c'est vraiment une partie de votre travail. oui. Merci. Et puis, Ben, effectivement, merci à vous, là. C'est gentil. Puis bon été, là, avec ça. Ben, vous Merci. aussi. Au À vous revoir. aussi. Merci, au revoir. Ce que nous entendions présentement, c'était le Katharina String Quartet, et oui, et on reçoit justement Jérôme Chiasson, qui en est membre de ce quatuor. Alors, bonjour. Bonjour. Bon, alors c'est ça, magnifique. C'est magnifique et de toute façon, je suis pas la seule à le dire parce que vous avez été remarqué, évidemment, puisque, bon, alors vous êtes diplômé de l'Université McGill et votre ensemble a été admis au prestigieux conservatoire Juilliard à New York. Enfin, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un établissement très, très prestigieux. En effet, des grands noms sont passés par là. Et puis, chez nous, je pense, il y a Angèle Dubois qui est passée notamment du côté de Juilliard. Il y en a bien d'autres. Et là, vous vous apprêtez à vivre 2 ans en résidence à cet endroit-là. Exactement. Très excitant. Oui, c'est ça. Et puis, vous êtes tout jeune. Et puis, ça fait à peine 2 ans que vous êtes réunis, les membres de ce quatuor. Exactement, oui. Ça fait 2 ans, en fait, on étudiait tous à McGill en même temps, puis on a décidé, on s'est tous unis grâce à notre passion pour la musique de chambre, puis c'est comme ça qu'on s'est formés il y a 2 ans, puis rapidement, on a vu notre intérêt de continuer ça plus à long terme. À la base, c'était un projet pour l'école, mais finalement, on a vu qu'il y avait un potentiel d'amener ça plus loin, puis d'en faire peut-être même une carrière. Donc, oui, exactement. Alors, ben, c'est quand même de grands défis, là, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, bien sûr. Vous, Jérôme, là, vous êtes tout jeune encore, là, finalement, et puis vous êtes, en fait, votre père était flûtiste, hein? Vous avez déjà, Oui, vous aviez exactement. un petit peu d'hérédité, là, au niveau de la Oui, musique. j'ai baigné dans la musique quand j'étais jeune. Mon frère jumeau jouait du piano, a joué du piano pendant 15 ans. Puis mon père enseignait la flûte, était directeur de chorale. Donc, j'ai vécu là-dedans depuis que... En fait, je me rappelle pas de ma vie avant le violon, avant la musique. Oh, à ce Peu point-là, importe quand même. où on allait. Oui, Ouais. exactement. Peu importe où on allait, on avait tout le temps de la musique dans la voiture ou même quand ma mère était enceinte, mon père, il jouait de la flûte pour nous. Ma mère est pas musicienne, mais est passionnée aussi de musique. Donc, oui, j'ai toujours baigné dans cet univers-là. C'est ça, parce que je vois que vous êtes né quand même en fait en 2000 et en 2011, vous êtes déjà, vous et votre frère, en concert dans un concert-gala de la Fondation du Palais Montcalm à Québec. Alors quand même, vous êtes né d'abord à Québec, oui, c'est ça? Vous êtes Oui, exactement. originaire de Je viens de Québec. Québec. Alors vous étiez déjà dans un concert à l'âge de 11 ans, finalement. Oui, ça a commencé assez jeune, mais en fait, Québec, c'est une belle communauté, puis les jeunes musiciens sont beaucoup appelés à se produire, puis il y a des professeurs incroyables à Québec, il y a des orchestres incroyables, il y a beaucoup qui se passe au Québec en général, en fait, pour la musique classique. Donc, oui. Absolument. Ouais. Oui, J'ai ma collègue vraiment. Nathalie qui va vous poser une question. J'ai une petite question pour vous. En fait, comment se sont déroulées les sélections? Avez-vous eu des auditions à passer? Comment ça s'est déroulé?
Oui, c'est quand même un long processus en fait. Ouais. Donc, pour commencer, il faut envoyer des vidéos de notre ensemble. La date limite était le 1er décembre. Donc, on envoie des vidéos et aussi donc des vidéos de notre jeu. Ils nous demandent certaines pièces ou périodes spécifiques, donc une pièce de Haydn, une pièce romantique, etc. Puis, Alors, vous avez non dû seulement apprendre beaucoup de répertoire quand même, parce que vous saviez pas ce que vous exactement, alliez jouer, oui. là. Exactement. Puis de devoir tout enregistrer ça quand même d'une façon professionnelle pour que la qualité sonore soit la meilleure possible. Donc, ça fait beaucoup. Puis, il faut aussi écrire plusieurs documents, puis comparer, Lettre décrire d'intention, notre... entre autres, oui. exactement, de comment on s'est formé, nos valeurs en tant qu'équateur et tout ça. Et après ça, il y a une sélection qui se fait. Le quatuor professeur à Juilliard invite certains quatuors à venir auditionner en personne. Donc, je ne sais pas exactement combien de quatuors ont été invités à auditionner, mais notre audition était début février. Donc, encore là, préparer plusieurs pièces et aussi une entrevue. Donc, l'audition était 2 heures. 1 heure, on a joué tout ce qu'on avait et l'autre heure, on a discuté avec les quatuors. Puis oui, donc c'est quand même un long processus, mais qui s'est très bien passé quand même. Oui, alors c'est effectivement, donc vous avez travaillé fort parce qu'il y avait beaucoup d'inconnus là-dedans. Et puis, ben, je suis à peu près certaine que, évidemment, vous avez été choisi parmi pas mal d'ensembles comme ça qui, finalement, ont fait, se sont inscrits aux auditions. Mais évidemment, vous avez peut-être été retenu parmi un petit groupe seulement. Et puis là, en fait, vos collègues, là, parlons-en, vous n'êtes pas tout seul, donc vous êtes 4. Alors, parlez-nous de vos collègues. Elles ont aussi étudié au conservatoire, c'est-à-dire à l'Université McGill, c'est-à-dire. Oui, exactement. On s'est tous rencontrés à McGill. Je viens de la ville de Québec, l'altiste vient de la ville de Montréal et les 2 autres viennent en dehors du Québec. Donc, l'autre violoniste vient de Calgary et la violoncelliste vient de Bellingham aux États-Unis. Donc, c'est vraiment un bel amalgame de plusieurs cultures, plusieurs pays, puis on s'est tous liés d'amitié, puis on s'est liés par notre passion de la musique de chambre à McGill, puis rapidement on est devenu Chacun a eu son parcours finalement, mais ce qui arrive, c'est qu'il y a une espèce de magie quand c'est ça, vous vous êtes rencontrés, puis à la fois, mais c'est parce que votre son aussi, je pense qu'à Juilliard, d'ailleurs, on l'a souligné, votre musique, c'est très beau, c'est-à-dire que vous avez aussi votre façon de jouer, votre façon si on veut, d'interpréter en même temps et de donner une couleur particulière aux œuvres. Ouais. Et c'est tout ça. Il y a vraiment quelque chose de... Ouais. Il y a quelque chose de vraiment magnifique dans le quatuor à cordes. C'est vraiment d'amener 4 personnalités différentes, 4 bagages différents, mais ensuite d'unir ça puis créer un son, une personnalité au quatuor, puis c'est très, très riche comme façon de jouer de la musique. Puis les 4, on aime énormément, on est très attachés à la musique du quatuor à cordes. Oui, puis en fait, aussi, vous avez, dans vos valeurs, justement, dans vos valeurs, on parle aussi d'inclusivité. Vous mettez l'accent aussi sur même des compositrices, je pense, ou enfin c'est ça, il y a aussi un souci d'inclusion. Absolument. Oui, définitivement, il y a un intérêt envers l'inclusivité, la communauté. Même notre nom de notre quatuor est inspiré en fait de Katharina Guarneri, qui était la femme du très célèbre luthier Guarneri. Puis, dans le fond, lui est tombé malade et elle a pris le relais pour la création de beaucoup d'instruments. Puis, donc, il y a des rumeurs qu'elle aurait créé ses meilleurs instruments, puis lui, il a signé son nom parce que à cette époque-là, les femmes ne pouvaient pas travailler comme les hommes. Puis donc, pour nous, de rendre hommage à une femme qui a créé des instruments si c'est ça. Et c'était le cas pour bien des compositrices qui ont souvent travaillé dans l'ombre. Hein. Ça, c'est puis méconnu, des compositrices méconnues, bien souvent. Alors, écoutez, ça, c'est un aspect très intéressant de votre travail. Et puis, comme on l'a dit, de développer une personnalité aussi, ça a été quand même un défi. Et en si peu de temps, c'est ça qui est merveilleux. Oui. Ça suppose que même malgré votre jeune âge, vous avez acquis une grande maturité aussi par rapport à la musique. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Puis, en fait, de travailler autant intensément les 4 comme ça pendant 2 ans, on a créé des liens vraiment incroyables. Puis, oui, c'est allé rapidement, mais on trouve que, je sais pas, dès le début, on a vu cette connexion, puis
ce potentiel d'amener quelque chose très loin. Puis on a eu la chance de travailler avec André Roy, notre mentor et notre professeur de musique de chambre à McGill, qui a tout de suite vu notre potentiel et qui a vraiment poussé pour qu'on réalise nos rêves. Puis sans lui, c'est sûr qu'on ne serait pas où on est maintenant. Donc, qu'on ait toutes mis notre énergie comme ça, c'est comme ça qu'on a réussi en juste 2 ans à atteindre un niveau puis atteindre nos rêves. Et comment vous envisagez vos 2 ans là, de résidence? Parce que vous allez non seulement, quand même, il y a un aspect formation, vous allez en retirer une formation, mais en même temps, vous allez enseigner. Oui, absolument. Donc, il y a différents volets à cette résidence-là. Donc, d'abord, juste d'aller étudier et d'apprendre auprès du Juilliard String Quartet, c'est une opportunité de rêve. C'est un quatuor qui a tellement d'histoire et d'expérience. Puis, à part, on va aussi enseigner à des jeunes quatuors. Donc, les premières années à Juilliard du baccalauréat font un cours qu'on appelle le String Quartet Seminar. Puis, on va assister certains professeurs pour pouvoir enseigner à ces jeunes quatuors. Donc, on a très hâte de les rencontrer, puis aussi de développer notre propre identité en tant que professeur et mentor, parce qu'on a souvent été dans le rôle inverse. Ouais. Et là, de pouvoir prendre la responsabilité de mentor, ça va être très, très formateur pour nous. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'imagine que vous avez un peu le trac en même temps, non? C'est sûr que c'est un peu stressant, mais on est tellement excités à l'idée d'y aller, puis ça fait des mois qu'on le sait maintenant, puis qu'on y pense. Donc, je pense qu'on est prêt de se lancer là-dedans, puis de le vivre à fond. Et septembre arrive à grands pas quand même. J'imagine que vous devez avoir hâte de vous installer à New York, ce qui n'est pas rien non plus d'aller vivre à New York. Vous êtes chanceux. Oui, absolument. Absolument. Vous êtes tellement chanceux. C'est un rêve d'enfance que j'avais, puis de pouvoir profiter de la ville, de voir toute cette c'est un centre culturel énorme, puis il y a tellement d'opportunités incroyables pour les jeunes musiciens en début de carrière à New York, donc puis beaucoup de possibilités d'engagement communautaire aussi. Donc, j'ai très, très hâte de tout voir ça, oui. Alors, vraiment. Alors, en fait, je pense que vous avez déjà fait partie de l'émission Virtuose en passant avec de Grégory Charles. Hein? Alors, ça, c'était en 2016. Alors, vous dire le parcours quand même réalisé depuis ce temps-là, c'est quand même incroyable. Hein? Alors, c'est vraiment, bravo. Bravo aussi à vos collègues. Et puis, j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à New York et puis que vous allez en tirer profit grandement et aussi faire partager aux autres toute votre expérience acquise finalement et puis toute cette belle énergie que vous avez. Ça a été vraiment un plaisir de vous parler aujourd'hui, Jérôme Chiasson. Merci énormément. Merci beaucoup. Félicitations moi aussi, encore. Bravo. Et puis on va, on met ça au... parce que vous avez quand même le Katarina String Quartet, hein, c'est quand même disponible. On peut écouter vos œuvres. C'est-à-dire votre album. Oui. Oui, sur YouTube, on peut trouver des enregistrements. Sur Instagram, Facebook, on est là aussi. On a même un site web. Donc, on va essayer d'être de plus en plus, grâce à la résidence, on va essayer d'être de plus en plus mis de l'avant. Donc, oui. Alors, intéressant parce que vous avez vraiment un son exceptionnel. Alors, je pense qu'on l'a remarqué tout de suite. Alors, bravo et je vous souhaite de belles années à venir. Merci énormément. Merci beaucoup. Vous écoutez Aime l'été. Devant l'impossibilité de s'intégrer au marché du travail à cause de leur handicap, nos prochains invités ont décidé de créer leur emploi et de devenir entrepreneurs. Nous avons joint cet été Maryse Sauvé et Daniel Bonin de la Canne Blanche, cette ferme d'élevage de cannes destinée à la production d'œufs en Estrie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, vous êtes les fondateurs et propriétaires de l'entreprise La Canne Blanche. Vous êtes, bien sûr, ce couple d'agriculteurs non-voyants. On vous a parlé l'an passé parce qu'évidemment, c'est un projet absolument extraordinaire que vous avez mené à bout de bras, là, parce que, à défaut de voir, vous avez au moins vos bras, puis vous en faites bon usage, en tout cas, parce que vous faites à peu près tout par vous-même. C'est absolument fabuleux. Alors, justement, j'avais le goût de vous reparler de votre projet parce que le projet a grandi. Et l'année passée, là, on en était on était à un carrefour l'an passé, là. Oui, on était à un carrefour. On était devant une situation qu'il fallait absolument faire notre propre production. On était à la recherche de financement pour arriver à faire un autre bâtiment, pour faire une autre canardière, oui.
une autre canardière pour avoir assez d'oiseaux pour faire une rotation, pour avoir une ponte constante et pouvoir nourrir tous nos clients. Donc, voilà, 1 an plus tard, on a fait un GoFundMe, on a fait un appel à la population qui ont répondu vraiment très, très présent. Et ça a apporté des gens qui sont venus nous rencontrer, dont un investisseur privé qui s'appelle Sébastien Grégoire, qui lui est venu mettre l'épaule à la roue et grâce à lui, tout est devenu possible. On a rentré nos 350 petits cantons qui comblent le 2e bâtiment justement hier matin. Parce que, l'an passé, vous en aviez, là, je ne vais pas me tromper dans les chiffres, mais l'an passé, vous en aviez à peu près 300? On en avait 300 en ponte et 300 qui étaient à devenir. Et aujourd'hui, vous avez un appel qui est parfait parce qu'hier, on a comblé, on est maintenant papa de 1400 petites carottes. Oui, 1400. On a atteint le chiffre qu'on voulait. Ouais. Voilà. Mais dites-moi, à la base, là, d'abord, les œufs de Cannes, est-ce que c'est... Bon, vous aviez évidemment vos fournisseurs, vous avez vos clients, mais qui mange des œufs de Cannes? Écoutez, c'est pas commun, là. Moi, je dirais tout le monde qui les découvre ont vraiment beaucoup de difficultés à revenir à l'œuf de poule après. Ah oui? Pourquoi? Parce que le goût n'est pas tellement dépaysant. On est quand même dans peut-être un peu plus prononcé le goût de l'œuf, mais le jaune est beaucoup plus gros et crémeux et le blanc, il est extraordinaire. Tu sais, je veux dire, ne serait-ce qu'un œuf à la poêle, il restera pas plat comme un œuf de poule dans le fond de la poêle. Il va vraiment monter à comme un quart de pouce de thé. Oh. Il fait des mousses exceptionnelles. Nos chefs, ils font des miracles avec ça. C'est des artistes, puis ils nous font des chefs-d'œuvre, vraiment. Ben voyons donc. Justement, j'ai avec moi Nathalie Barrette, notre chef recherchiste. Et puis bon, est-ce que tu as déjà mangé ça, toi, Je n'ai Nathalie? jamais goûté. Mais là, vous en parlez, ça me tente vraiment de goûter. Tente, hein? Mais où est-ce que je peux me procurer ça si je veux en acheter? Ça dépend dans quelle région vous êtes. Si vous êtes près de chez nous, vous pouvez venir directement à la ferme en nous appelant ou envoyer un petit texto avant d'arriver. Si je suis à Montréal. Puis à Montréal, là... Chef Nathalie, ça nous fera plaisir d'entrer en contact avec nous. Génial. Il nous fera plaisir d'aller vous offrir des œufs que vous les essayez. C'est ça, vous êtes à Stockley. C'est juste le moyen de transport qu'on n'a pas, mais vous en auriez présentement devant vous si on aurait pu. Oui, c'est ça, vous êtes à Stockley, dans les cantons de l'Est, mais cela dit, est-ce que vous avez commencé à quel moment précisément là, à faire ce genre de... Janvier 2020, janvier 2020, juste avant la COVID. On a commencé la commercialisation. En mars 2020, on a arrêté, les restaurants étaient tout fermés. Ça nous a obligés de se renouveler, de s'inventer. Puis écoutez, ça nous a permis à nous d'atteindre des clients qu'on n'aurait peut-être pas osé. Donc maintenant, aujourd'hui, avec les fermes Loufa, qui est un de nos gros collaborateurs, on a aussi plusieurs restaurants qu'on a été cognés à leur porte. Ouais. Les grands restaurants de ce monde embarquent avec nous. Écoutez, on a aussi toute une clientèle de personnes qui sont allergiques aux œufs de poule. Vous êtes allergique aux œufs de poule, l'œuf de Cannes est complètement différent. Il va faire la job. La protéine est différente. Ouais. Donc, il y a moins d'histamine, puis la protéine qu'il y a à l'intérieur de l'œuf de Cannes est différente de celui de l'œuf de poule. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui reviennent parce que, justement, ça fait des années qu'ils n'ont pas mangé d'œufs. Puis maintenant, ils peuvent en manger vu que c'est des œufs de Cannes. Ça, je ne savais pas parce que l'an passé, où on s'est parlé, mais ça, j'ignorais totalement qu'on pouvait être allergique à la fois aux œufs. C'est possible, mais les œufs de Cannes, non. Ah? La beauté de ce projet-là, c'est ça, en fait. C'est qu'on continue, nous autres, à apprendre en même temps un peu que la population qui veut bien nous suivre, notre communauté, qui est super importante. On apprend en même temps que vous autres. Puis quand on apprend, on vous le partage. Puis, tu sais, c'est une espèce de chaîne. On a un beau produit à faire connaître. Puis on a des croûtes à manger. On n'arrive pas à l'acheter de l'œuf de poule. À la canne blanche, là, c'est une communauté. Ici, on ne serait pas là. C'est nous qui mettons la main à la pâte à tous les jours, mais c'est la communauté qui a décidé que la canne blanche continue, puis qui a décidé de faire évoluer à la canne blanche. Nous, sans cette communauté-là qu'on a, des gens fidèles et des amis, des bénévoles et tout ça, on ne serait plus là. Fait que c'est vraiment à la canne blanche, ça appartient autant à la communauté qu'à nous, là. Mais cet intérêt-là vous vient d'où?
Par hasard. C'est une longue histoire. Syndrome d'univide au départ. Oui. Puis on l'a rempli. On a rempli l'univide. C'est carrément ça. Je suis tombée en amour avec les oiseaux, mais j'avais jamais eu même une poule. Je connaissais pas ça du tout. Puis j'ai vraiment appris avec eux. D'ailleurs, à Mi-Télé, on fait un super reportage là-dessus à nos débuts, ce qui a fait qu'on a fait parler de nous autres vraiment beaucoup. Puis comme entreprise, c'est un peu le fun. Puis après, ça a été l'emballage. On s'est improvisé à peu près à toutes les... Il fallait un nouveau chapeau, on improvisait le rôle qui allait avec. Puis commercialisation, on a fait une boîte hexagonale, donc elle est vraiment reconnaissable. Les gens la reconnaissent au travers les autres. Puis là, c'est rendu, tu vois l'emballage, tu dis, c'est à la canne blanche. Donc, c'est ça, c'est une signature. On a notre site Internet qu'on a élaboré. On évolue comme toute entreprise qui va bien puis qui évolue. Et vous mettez, vous mettez la main à la pâte à tous les niveaux, que ce soit, vous avez bâti vous-même. Écoutez, monsieur, vous êtes très, très habile, monsieur Bonnet. Vous faites vous-même de la menuiserie. Vous faites tout, finalement. On est vraiment renversé. Maryse, d'abord, faut le dire, là, vous avez étudié en droit, alors rien à voir avec ce que vous faites présentement, monsieur Bonnet. Et vous, Maryse, vous avez, une formation de massothérapeute. Et puis, en fait, vous vouliez, évidemment, comme non-voyant, le problème aussi, c'était de se créer un emploi. C'était ça, la base. On avait la chance. On a eu cette chance. On n'a pas dit, OK, on va faire ça pour faire ça puis faire ça. Tout est vraiment venu naturellement. La CAN a fait, OK, qu'est-ce qu'on peut tirer de cet oiseau-là? C'est quoi le meilleur qu'il peut me donner pour que moi, je puisse m'accomplir? Ça a été ça un peu le raisonnement. Puis de là, on va avoir, au lieu d'en avoir 22, on va en avoir, au début, c'était 700. Là, on est 4400. On continue à faire grossir cette entreprise-là, mais tranquillement, mais sûrement. C'est toujours dans le but de s'accomplir. Oui. Vous savez, le premier ici, là, c'était d'enlever tout ce stress-là qu'on a, nous, quand on arrive dans un milieu de travail où on le sait que ça va être temporaire, on le sait que ça sera pour le temps d'une subvention. Voilà. Tu essaies d'être aussi bon. Et là, tu te concentres sur des choses que tu es moins bon à faire parce que tu veux tellement être comme les autres. Alors ici, maintenant, on se concentre sur les choses qu'on est capable de faire. On laisse faire des choses qu'on n'est pas bon, puis on demande à d'autres de le faire pour nous autres. Puis souvent, au milieu de travail, ce qui arrive, c'est que on fait partie d'une minorité visible maintenant qui est tellement expandue. C'est tellement gros comme bassin que... Exemple, moi, je peux pas me comparer à une femme, exemple, racisée ou peu importe, qui a toutes ses capacités. C'est quand même, je suis quand même aveugle. Exactement, tout à fait. Vous avez vos limitations, ouais. C'est ça. L'inclusion, c'est plus maintenant, on ne parle plus de personnes qui ont un handicap au travail. On va parler d'inclusion. Ça, c'est merveilleux. Vous savez, ça, je suis 100% pour ça. Oui. Sauf que l'inclusion vient englober toutes les personnes racisées, les personnes qui sont LGBTQ+. Donc, je peux pas, moi, comme personne aveugle, qui n'a pas de moyens de transport, je peux pas me comparer. On peut pas les accoter. On peut pas les accoter. Non, je comprends très bien. C'est de là qu'on a parti notre entreprise en bout de ligne, tu sais. C'est ça. Donc, nous, ici, maintenant, savez-vous qu'on s'est enlevé des milliers de pression de ses épaules en étant notre propre employeur et surtout en faisant ça à notre vitesse. Ici, c'est merveilleux parce que les cannes, il faut être lent, il faut aller doucement pour les gens. On est à l'écoute de ces oiseaux-là. Oui, parce que je me souviens dans le reportage, là, c'est vous qui ramassiez les œufs à la main sans même les voir. C'est fou. Vous avez développé toute une expertise, là, une façon de faire. Vraiment. Alors, vous êtes, comme on dit, sur votre X, si on peut dire les choses ainsi. Mais en fait, c'est ça. Puis le fait d'avoir, évidemment, le nerf de la guerre, c'était le financement. D'abord, il y a eu aussi une certaine réticence des institutions financières au départ. Vous avez dû les convaincre. Mais la deuxième fois aussi, ça n'a pas été évident de retourner là, devant les institutions financières. Ils avaient encore là pratiquement plus de réticence à vous prêter. On n'a pas de résultats. C'est ça. Puis là, c'est grâce au sociofinancement que ça a avancé. Pour être bien honnête avec vous, si Sébastien Grégoire ne nous aurait pas appelé un matin, on serait plus là pour en parler. Parce que c'est ça, vous aviez besoin de croître, sinon, vous ne pouviez rencontrer la demande et puis vos fournisseurs allaient forcément vous laisser tomber un petit peu, là. Écoutez, un chef qui met mon œuf sur sa carte,
c'est tout qu'un honneur pour nous. C'est ça. On peut pas se permettre de dire, je vais t'envoyer d'autres sortes d'œufs que je vais te trouver. C'est des œufs de canne, puis les œufs de canne dans la canne blanche. Exact. Nous, la mission ultime, il n'y en a pas d'autres productions comme moi. On est les seuls à avoir une production exclusivement pour des œufs de canne. Moi, les oiseaux, ils arrivent vivants, ils partent vivants. C'est important pour nous. C'est nos bébés, on les traite comme des bébés. Ouais. Puis, on va chercher le meilleur d'eux et ensuite, on les passe au suivant. Exact. C'est comme ça que ça se passe ici. Puis, on est comme ça avec les êtres humains aussi qui travaillent ici. Maintenant, on a un 40 heures d'employés à 2 par semaine qui viennent nous aider. Mais, c'est ça, une qui est retraitée. Elle ne pensait pas se trouver un emploi. Ça s'en va dans plein de directions différentes. Alors, vous faites des petits à tous les niveaux. Sébastien Grégoire n'aurait pas été là à venir nous aider. Pour l'instant, c'est lui qui a mis tout le financement nécessaire qu'on a. Oui, de compléter le socio-financement, c'est ça. Alors, lui-même a eu un coup de foudre. Écoutez, merci bien, Maryse Sauvé, Daniel Bonin. J'avais hâte de vous reparler, savoir où vous en étiez. J'étais contente de voir que finalement, votre rêve se réalisait et que ça continuait. Puis là, on a un beau site Internet, www.alacanneblanche.com, où vous pouvez aller voir les points de vente qu'on a un peu partout dans le Québec. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Le plein air, c'est bon pour la santé, tout le monde sait ça, mais qu'en est-il des retombées physiques, psychologiques et sociales d'activités comme l'escalade de rochers, le canot de rivière et la randonnée pédestre? C'est la chercheuse et professeure adjointe à l'École de travail social de l'Université Laval, Virginie Gargano, qui nous en parlait le 16 juillet dernier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous parler des retombées de certaines activités de plein air, justement pour, notamment, en fait, les retombées psychologiques, physiologiques, également sociales, psychosociales, au niveau du sport de plein air. Et puis, en même temps, ça peut aider des organismes aussi à faire des interventions sociales auprès de certaines personnes, justement, par le biais du plein air. Alors, oui, c'est ça. Donc, vous êtes une chercheuse, bien sûr. Et puis, vous êtes professeur à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval, mais vous avez aussi un doctorat en service social. Alors, ça, c'est pour vos présentations. Maintenant, vous êtes vous-même une grande passionnée de sport de plein air. Oui, effectivement. En fait, une des particularités de mon parcours, là, c'est le fait que, de façon parallèle à mes travaux de recherche, je continue à pratiquer avec différents groupes. Donc, je mène aussi des expéditions de plein air avec différents types de groupes qui ont des besoins tout aussi différents les uns des autres, mais qui ont tous pour but, en fait, de démocratiser le plein air ou de le rendre accessible en fonction des besoins des personnes. Oui, c'est ça. Donc, vous avez entrepris une série d'études, mais vous vous êtes, en fait, intéressé à 3 activités en particulier. Oui, en fait, cette étude-là, elle porte sur des pratiques qui sont dites immersives. Donc, je me suis intéressée davantage à l'escalade de rochers, au canot d'eau vive et à la randonnée pédestre pour savoir, en fait, de façon un peu plus particulière, en quoi ces activités-là ont des retombées sur différentes dimensions de la santé pour ultimement les incorporer à des démarches d'intervention. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà des pratiques immersives, il y a quand même des répercussions, des retombées qui sont associées aux pratiques qui sont dites un peu plus passives. Donc, là, je vous écoutais parler tantôt des expositions, en fait, quand on va au marché ou qu'on a accès à des jardins. Pour les personnes pour qui c'est plus difficile d'avoir accès au plein air, il y a quand même des retombées aussi à s'exposer à la nature d'une façon un peu plus passive. Donc, en jardinant, en ayant accès à des plantes, en ayant de la lumière naturelle dans la maison. Donc, oui, mon projet de recherche porte sur les activités que j'ai nommées, mais il y a quand même aussi des répercussions à être exposé à la nature. Donc, je trouvais ça important de le souligner, en fait. D'ailleurs, vous offrez vous-même des formations auprès des médecins pour les sensibiliser davantage à, finalement, cette exposition à la nature. Et puis même en milieu hospitalier, ça peut être juste de placer les lits face à une fenêtre ou enfin à proximité d'une fenêtre pour que les gens aient accès à l'extérieur, peut-être à des arbres. C'est vraiment important. Oui, effectivement, mais c'est ça, c'est que souvent quand on parle de plein air, on pense qu'on voit le montagnard en train d'accéder à un sommet.
Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est important pour la population de savoir qu'au-delà de ces expériences-là, qui sont très immersives et qui sont très onéreuses aussi, qui requièrent aussi un temps assez fou, en fait, quand on pense à nos quotidiens, à notre quotidien, c'est de se dire qu'au-delà de ces expériences-là, il y a des expériences un peu plus passives qui peuvent être incorporées dans notre quotidien en fonction de la vie qu'on a. Donc là, vous prenez l'exemple effectivement là, du milieu hospitalier dans lequel juste de changer l'angle en fait des lits peut donner accès à des milieux naturels ou en fait à la lumière naturelle. Et à des paysages qui sont peut-être plus intéressants qu'un mur et qui ont des impacts sur la santé. Donc, moi, au-delà des activités qui sont plus immersives, je pense que c'est important que les gens sachent que, justement, d'avoir accès à de la lumière naturelle, de pouvoir faire des expériences de jardinage, d'aller prendre des marches en milieu naturel ou près des milieux urbains, ou même de se centrer sur les aspects qui sont naturels autour de nous dans des milieux urbains, ça peut aussi avoir un impact. Évidemment, quand on incorpore de l'activité physique, puis une pratique qui est plus immersive dans un milieu comme l'escalade de rochers, comme le canot d'eau vive, comme la randonnée pédestre qui se déroule en milieu naturel, là, on vient potentialiser l'apport. Mais ceci étant dit, quand on n'a pas accès à ça, de prendre une marche puis de se centrer sur les éléments naturels qui nous entourent, d'ores et déjà, on a des effets. Effectivement. Quand vous parlez d'impact et d'effet, on parle majoritairement de quel effet? Effectivement, effet positif, là, mais on parle de quoi? On va parler nécessairement d'effets qui sont physiologiques, donc au niveau de la diminution des taux de cortisol dans le sang, OK? Donc, qui sont des indicateurs de stress. On va parler de la variabilité du rythme cardiaque ou en fait de la fréquence cardiaque qui diminue, de la réduction du stress. Fait que là, on est plus dans des données physiologiques. Mais au niveau psychologique, on va parler du calme, de l'augmentation de l'humeur positive, pardon, il y en a tellement. Là, oui, mais je sais, finalement. Non, mais il y a des impacts aussi au niveau cognitif, forcément. Oui, effectivement. Donc, au niveau psychologique, on va parler de l'augmentation de l'estime de soi, de la confiance en soi. Après ça, on va parler de retombées au plan social qui ne sont pas nécessairement liées au fait d'être en plein air, mais au fait d'être en relation avec d'autres personnes. Exact. De dire, quand je vais en milieu naturel, finalement, si j'utilise toujours la même piste, je fais toujours le même trajet, je vais être susceptible de rencontrer des personnes que je vais recroiser puis qui vont me permettre, en fait, d'avoir une retombée au plan social. Et évidemment, on va parler du sens, en fait, de l'augmentation du bien-être général, de la satisfaction à la vie. Donc, il y a une panoplie d'effets qui sont répertoriés en fonction des activités ou des pratiques qui sont réalisées par les personnes. C'est ça. Et puis, au niveau psychologique, tous les symptômes anxieux, dépressifs, tout ça, on en a parlé. Mais évidemment, vous faites partie d'une fondation qui aussi accompagne, c'est-à-dire que fait un peu le même genre de travail, qui offre des expéditions d'aventure thérapeutiques aux jeunes, par exemple, atteints de cancer. Ça peut être ça. Il y a la Fondation sur la pointe des pieds dont vous faites partie. Oui, effectivement. Donc, à la Fondation sur la pointe des pieds, on réalise des expéditions avec les jeunes et les adultes aussi qui sont atteints de cancer ou qui sont en rémission. Et ces expéditions-là ont pour but, en fait, de regagner la confiance en soi, de vivre une expérience qui est ancrée dans le bien-être. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette population-là, ces personnes-là, souvent, ils ont un parcours, une trajectoire de vie qui les amène en milieu hospitalier, à passer beaucoup de temps en milieu hospitalier, puis ce qui fait qu'il y a une certaine fracture, en fait, au niveau social. Donc, si par exemple, j'ai un adolescent, puis finalement, j'ai des traitements qui font en sorte que je manque d'école pendant plusieurs mois, on sait que la socialisation, le sentiment d'appartenance au père, c'est super important à cet âge-là. Donc, à ce moment-là, les expéditions avec la Fondation sur la pointe des pieds permettent en fait de reconnecter avec cet aspect-là de l'adolescence. Donc, pour moi, ça, c'est un super bon exemple là, dont on parle ici d'à quel point le plein air peut devenir un médiateur au plan social. Donc, c'est pas tant nécessairement de regarder la nature qui a un effet, mais plutôt d'être dans un contexte qui est inclusif, qui est informel,
avec des personnes qui vivent une situation semblable à la mienne, qui va faire en sorte qu'à travers cette expérience-là de vécu commun, à la fois du cancer, mais aussi de faire une expédition de canot, ben là, je vais avoir des effets sur le sentiment de confiance en soi, sur le sentiment d'appartenance, sur l'estime, etc. C'est ça. Et puis, il y a aussi la fondation Face au vent, l'organisme Face au vent. Ça, c'est pour une clientèle qui a un suivi en santé mentale. Alors, c'est le même principe, finalement. C'est vraiment pour à la fois réunir les gens autour d'une activité qui va peut-être changer bien des choses dans leur parcours et puis dans les traitements ou enfin dans le type d'intervention que l'on va faire. Est-ce que vous trouvez, est-ce qu'il y a beaucoup d'écoute par rapport à ça? Quand vous rencontrez, par exemple, des médecins, comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont vraiment très ouverts? Oui, c'est sûr que quand moi je donne des formations, d'ores et déjà, les gens qui se présentent, c'est des gens qui sont ouverts à ces pratiques-là. Moi, ce que je pense, où on en est rendu aujourd'hui, c'est de dire, voici les forces de ce que le plein air peut générer chez les personnes au plan physiologique, psychologique, social, même spirituel, mais voici où sont les limites. OK? Puis ça, je pense que c'est super important, c'est de dire, par exemple, c'est certain que, tu sais, si j'ai accès à de la lumière naturelle chez moi, j'ai des plantes dans mon environnement, j'ai un jardin, c'est bien, c'est très bien, ça va diminuer probablement les traits anxieux ou les symptômes de dépression, mais encore, pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, il y a des forces, mais ce qui est important au niveau où on en est actuellement, au niveau de la science, puis je pense au niveau des pratiques, c'est de délimiter les forces et les limites du plein air sur les dimensions de la santé. C'est pour ça, pour moi, que c'est important aussi de parler des expositions qui sont un peu plus passives ou quasi-passives, comme je vous le disais, là, s'asseoir dans un parc, prendre une marche, se centrer sur ce qui est naturel, parce que oui, ça a un impact, mais après ça, de façon plus immersive, quand j'augmente l'activité physique, là, c'est sûr que je vais encore plus augmenter ou diminuer, les symptômes anxieux et les symptômes associés à la dépression, parce que là, je viens potentialiser l'effet de la nature en ajoutant l'activité physique. Exemple, c'est sûr, si on fait de l'escalade de rochers, là, pour en avoir fait, c'est sûr qu'on est dans le moment présent. Enfin, il y a plein de... Évidemment, c'est sûr que, ça a un impact différent, évidemment, sur les gens qui pratiquent ce genre d'activité-là. Alors, ça peut être... Vous avez fait beaucoup d'études sur toutes sortes de sujets, mais en fait, ça peut être, par exemple, la nature en soutien au rétablissement de personnes, de jeunes adultes ayant vécu un premier épisode psychotique. Ça peut être... Même, vous avez fait aussi, on parle d'activités là, de plein air et sportives, des activités d'aventure comme le surf aussi. Vous vous êtes même penché sur la question. Intéressant. Oui, ce que je pense en fait, c'est que aujourd'hui, on est soumis à un potentiel de stress vraiment grand dans notre quotidien. Puis je pense qu'en réalisant des activités d'aventure qui nous demandent de se mobiliser cognitivement pour faire la tâche, pour exécuter la tâche. Donc là, on parle d'escalade ou on parle de surf. Ça fait en sorte qu'étant donné le niveau de défi qui est requis par la pratique de l'activité, donc gravir une voie en escalade ou être capable d'attraper la vague au bon moment en surf, ça fait en sorte qu'on se concentre sur autre chose que nos tracas quotidiens, le niveau de stress associé au travail, le niveau de stress associé aux tâches quotidiennes. Et ça, naturellement, ce que ça amène, c'est une diminution du stress, une augmentation de la centration par le fait même sur le moment présent. Donc, c'est comme si, pour moi, les activités de nature et d'aventure viennent naturellement diminuer le niveau de stress et augmenter le bien-être général. Exact. Ça a un impact vraiment positif sur la régulation des émotions notamment. Mais alors, c'est sûr que là, vous avez travaillé bien fort dans toutes sortes, effectivement, on parle de toutes sortes d'activités, mais évidemment, vous avez choisi, là, vous avez eu votre subvention justement du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour justement étudier les retombées de 3 activités spécifiques. On a parlé de l'escalade, le canot et la randonnée pédestre. Là, vous êtes, en fait, tout ça parce que ces 3 activités-là, il faut le dire, les gens ici au Québec pratiquent ces activités-là en grand nombre, parce qu'on a beaucoup de sites d'escalade. Ici, on a aussi des rivières en quantité. Oui, on en a beaucoup. Alors, on fait du canot, bien sûr, et on a beaucoup de réseaux de sentiers pédestres. Alors, et puis, en même temps, je veux dire, vous voulez aussi, là, vous êtes à l'étape de l'écriture, je pense. Vous avez colligé les données. Oui, c'est à l'étape de la publication. C'est un très bon résumé là, que vous offrez là. En fait, c'est on a accès. Je crois que c'est super important de savoir qu'on a accès à un potentiel incroyable de plein air de proximité au Québec. Évidemment, les grands centres urbains, il faut faire un petit peu plus de route.
mais quand même, comparativement à certains autres milieux, on est quand même assez choyé, effectivement. Et je crois que si on sait reconnaître le potentiel de ces activités-là, puis on est plus susceptible de les utiliser ou de les mobiliser comme personnes, ben en fait, on a une incidence directe sur notre propre santé globale. Exactement. Et je crois, par contre, puis la raison pour laquelle j'ai investigué 3 activités différentes, c'est que je crois de façon naturelle, je ne dis pas d'explication là à ça, mais on a une résonance pour certaines activités plutôt que d'autres. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que je suis allée investiguer, les personnes qui aiment le canot et le kayak d'eau vive ou de rivière, si on veut, c'est quoi la différence en fait pour leur intérêt pour cette activité-là, puis qu'est-ce que ça génère versus les personnes qui s'intéressent davantage à l'escalade ou la randonnée. C'est ça. Puis moi, j'ai envie de dire, c'est juste de faire une activité ou de pratiquer une activité qui nous intéresse, puis pour laquelle c'est naturel pour nous. Tu sais, quand on force, puis on se sent pas dans notre élément, ben c'est d'investiguer la panoplie d'activités qu'on peut faire. Exactement. Parce que des fois, je trouve qu'au Québec, on va parler de randonnée pédestre, après on va parler de course en sentier, mais au-delà de ça, il y a une panoplie d'activités qui peuvent être réalisées, et ça en fonction des milieux qu'on a, les rivières, les lacs, les parois d'escalade. En tout cas, Virginie Gargano, ça a été passionnant de vous recevoir. Là, on sait tout le temps qu'on a malheureusement, mais évidemment, vous allez partager aussi votre étude autant que se peut là, avec la population. Alors, on aura tous peut-être les tenants et aboutissants enfin, de cette recherche-là. Merveilleux. Écoutez, ça a été un plaisir de vous accueillir. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. C'est ce qui termine notre émission d'aujourd'hui. Ici Chantal Lavoie. Aime l'été vous revient demain entre midi et 13h. Ce sera déjà le milieu de la semaine. Alors d'ici là, bonne journée à vous tous. Je vous souhaite un bon après-midi. Merci à Nathalie Barrette qui m'accompagnait comme à l'habitude et merci à Mathieu Tessier à la réalisation. À demain.